Pensez-vous avoir de bonnes habitudes d'hygiène? La plupart d'entre nous répondraient sans hésiter par un grand oui. Pourtant, au Japon, certaines habitudes très courantes dans les foyers latino-américains peuvent paraître étonnamment dérangeantes, voire désagréables. Non pas parce que nous serions moins propres. La véritable différence réside dans la manière dont les Japonais conçoivent l'hygiène. Ce qui nous semble parfaitement normal peut, à leurs yeux, aller à l'encontre d'une règle de respect, d'harmonie ou de savoir-vivre qu'ils cultivent depuis des siècles. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 habitudes d'hygiène très répandues en Amérique latine que beaucoup de Japonais préféreraient ne jamais voir. Restez bien jusqu'à la 6e habitude, car c'est l'une de celles qui surprennent le plus les personnes qui visitent le Japon pour la première fois. La 8e s'appuie même sur des explications données par des spécialistes de l'hygiène et de la santé. Quant à la dernière habitude, elle paraît insignifiante au premier abord, mais, dans la culture japonaise, elle en dit long sur l'attention et le respect que l'on porte aux autres. Avant de commencer, il est important de comprendre une chose. Au Japon, l'hygiène ne consiste pas uniquement à éliminer la saleté. C'est aussi une manière de témoigner du respect envers les personnes avec lesquelles on partage un même espace de vie. Une fois cette idée comprise, vous verrez pourquoi ces 10 habitudes provoquent un tel choc culturel. Commençons. Première habitude, se moucher devant les autres. Imaginez que vous déjeuniez en famille ou que vous preniez un café avec des amis. Soudain, vous ressentez le besoin de vous moucher. Vous sortez un mouchoir, vous vous mouchez rapidement, puis vous reprenez naturellement la conversation. Personne ne semble gêné. Dans une grande partie de l'Amérique latine, ce geste est même considéré comme une marque de politesse. Après tout, il vaut mieux se moucher que renifler sans cesse ou incommoder les personnes autour de soi. Pourtant, si vous faisiez exactement la même chose au Japon, beaucoup de personnes seraient surprises. Le plus étonnant, c'est qu'elles ne vous considéreraient pas comme mal élevé. Elles auraient simplement l'impression que vous venez d'accomplir un geste qui relève de la sphère privée, en pleine présence des autres. Au Japon, lorsqu'une personne ressent le besoin de se moucher, elle préfère généralement attendre de trouver des toilettes, un endroit discret ou un espace où elle pourra le faire sans attirer l'attention. Beaucoup choisissent même de supporter cet inconfort pendant quelques minutes plutôt que de se moucher devant tout le monde. Pour un latino-américain, cette attitude peut sembler paradoxale. Après tout, nous avons tendance à penser qu'il est préférable de régler le problème immédiatement. Alors, pourquoi les Japonais réagissent-ils d'une manière si différente? La réponse tient davantage à leur culture qu'à l'hygiène elle-même. Depuis des siècles, la société japonaise est profondément influencée par une idée très simple. Lorsqu'un geste risque de gêner inutilement une autre personne, il vaut mieux l'éviter dans la mesure du possible. Il existe même au Japon un mot qui désigne ces petits désagréments que l'on impose parfois aux autres sans même s'en rendre compte. Ainsi, pour beaucoup de Japonais, le problème n'est pas de se moucher. Le problème est de le faire dans un espace partagé. Cette nuance peut sembler minime, mais elle change complètement la manière de voir la situation. Là où nous pensons « je dois régler ce problème », eux se demandent plutôt « comment puis-je le résoudre sans déranger les personnes qui m'entourent ?» Et vous verrez que ce même principe reviendra tout au long de cette vidéo. Car ce qui vient ensuite montre que même quelque chose que nous associons souvent à l'élégance et au raffinement en Amérique latine peut produire exactement l'effet inverse au Japon. Deuxième habitude, utiliser trop de parfum ou d'eau de Cologne. Avant de quitter la maison, beaucoup de personnes accomplissent toujours le même petit rituel. Elles se regardent une dernière fois dans le miroir, ajustent leurs vêtements, puis appliquent quelques vaporisations de parfum. Pour beaucoup, c'est la touche finale avant de commencer la journée. Un parfum agréable est souvent associé à la propreté, à l'élégance et aux soins que l'on apporte à son apparence. Pourtant, au Japon, cette perception est très différente. Là-bas, nombreuses sont les personnes qui préfèrent que leur présence soit presque imperceptible sur le plan olfactif. Un parfum trop intense peut rapidement devenir gênant pour ceux qui partagent le même wagon de train, un bureau, un ascenseur ou encore un restaurant. Cela peut sembler exagéré, mais ce sujet est pris suffisamment au sérieux pour que certaines entreprises japonaises parlent même d'un phénomène appelé « pollution olfactive ». Cette expression ne désigne pas uniquement les mauvaises odeurs corporelles. Elle englobe également les parfums trop puissants, les assouplissants très parfumés ou toute autre fragrance susceptible d'envahir l'espace personnel des personnes présentes. La logique est toujours la même. Peu importe que l'odeur soit agréable ou non. La véritable question que beaucoup de Japonais se posent est la suivante. Est-il vraiment nécessaire que toutes les personnes autour de moi perçoivent mon parfum? Ce simple changement de perspective explique pourquoi les fragrances les plus appréciées au Japon sont généralement très discrètes, parfois même presque imperceptibles.
Ce qui est fascinant, c'est que les deux cultures recherchent finalement le même objectif, donner une impression de propreté et de soin. Mais alors qu'en Amérique latine nous avons souvent tendance à penser qu'un parfum plus marqué renforce l'élégance, au Japon, la véritable élégance consiste précisément à ne pas imposer sa présence au sens des autres. Et si cette différence vous semble déjà étonnante, la suivante remet complètement en question une habitude que des millions de latino-américains pratiquent chaque matin sans jamais se poser la moindre question. Beaucoup de visiteurs ne découvrent cette particularité qu'après avoir partagé le quotidien d'une famille japonaise. Et presque tous finissent par se demander pourquoi ils n'y avaient jamais réfléchi auparavant. Troisième habitude. Se doucher le matin plutôt que le soir avant de se coucher. Pour un très grand nombre de personnes en Amérique latine, la journée commence sous la douche. L'eau permet de se réveiller, procure une agréable sensation de fraîcheur et prépare à affronter les activités de la journée. Cette routine est tellement ancrée dans nos habitudes qu'il est difficile d'imaginer une autre façon de commencer la matinée. Pourtant, lorsqu'un Japonais apprend qu'une personne a passé toute la journée à l'extérieur avant d'aller se coucher sans s'être lavé le soir, cela provoque souvent un certain étonnement. Non pas parce qu'il considère qu'il est mauvais de se doucher le matin, mais parce que, pour beaucoup de Japonais, le bain ou la douche la plus importante de la journée est celle que l'on prend avant d'aller dormir. Prenez un instant pour réfléchir à tout ce qui se passe entre le moment où vous quittez votre domicile le matin et celui où vous y revenez le soir. Vous utilisez les transports en commun, vous allez au travail, vous faites des courses, vous traversez des rues poussiéreuses, vous êtes exposé à la pollution, à l'humidité et vous touchez sans même vous en rendre compte des dizaines de surfaces différentes. Dans la manière de penser japonaise, tout cela appartient au monde extérieur. À l'inverse, la chambre représente un espace totalement différent. C'est le lieu où la journée s'achève, où le corps récupère et où l'esprit retrouve son calme. C'est pourquoi de nombreuses familles considèrent comme tout à fait naturel d'éliminer toutes les traces accumulées pendant la journée avant de s'approcher de leur lit. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le bain du soir occupe une place aussi importante dans le quotidien japonais. Même les personnes qui apprécient un long bain chaud prennent généralement une douche minutieuse avant d'entrer dans la baignoire. Elles commencent par nettoyer soigneusement leur corps, puis seulement ensuite vient le moment de la détente. Cet ordre résume parfaitement leur philosophie. D'abord, on élimine tout ce qui appartient au monde extérieur. Ensuite seulement, le repos peut véritablement commencer. Et puisque nous parlons justement de gestes qui nous paraissent parfaitement naturels, la prochaine habitude concerne quelque chose que nous faisons souvent sans même y penser lorsque nous marchons dans la rue. Pour beaucoup de Japonais, c'est l'un des premiers comportements qu'ils remarquent lorsqu'ils voyagent à l'étranger, car il reflète immédiatement une manière très différente de vivre le quotidien. Quatrième habitude, manger en marchant. Il suffit d'observer une avenue animée dans n'importe quelle ville d'Amérique latine pour s'en rendre compte. On y voit des personnes prendre leur petit déjeuner en se dirigeant vers leur travail, boire un café tout en répondant à des messages sur leur téléphone ou terminer un sandwich juste avant de monter dans un autobus. Pour nous, cela n'a rien d'inhabituel. Au contraire, beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une manière intelligente d'optimiser son temps. Pourtant, lorsque de nombreux Japonais voyagent à l'étranger, c'est l'une des premières habitudes qui attire leur attention. Non pas parce qu'il serait interdit de manger en marchant, ni parce que quelqu'un viendrait vous faire une remarque, mais parce que ce comportement va à l'encontre d'une idée profondément ancrée dans leur culture. Un repas mérite toute votre attention. Il existe même au Japon une expression pour désigner le fait de manger en marchant. Certes, certaines zones touristiques se montrent aujourd'hui plus tolérantes, mais pendant de nombreuses années cette habitude a été perçue comme un manque de considération envers les autres et envers l'espace public. Dans certaines villes, des panneaux invitaient même les visiteurs à éviter de manger dans certaines rues. Pourtant, l'explication dépasse largement la simple question de la nourriture. En marchant, il est facile de laisser tomber quelques miettes, de renverser une boisson ou de produire des déchets qui finiront par salir un lieu emprunté chaque jour par des milliers de personnes. Mais il existe une raison encore plus profonde. Dans la culture japonaise, manger n'est pas une activité secondaire que l'on accomplit entre deux obligations. C'est un moment qui mérite d'être vécu avec calme, présence et gratitude. Lorsqu'une personne mange tout en courant d'un endroit à un autre, elle donne l'impression que même l'un des moments les plus essentiels de la journée a perdu son importance. Il est intéressant de constater que les Japonais ne recherchent pas un repas parfait. Ce qu'ils souhaitent préserver, c'est la qualité de cet instant. C'est sans doute pour cette raison que lorsqu'un Japonais voit quelqu'un prendre son petit déjeuner en traversant une rue, il ne pense pas que cette personne soit impolie ou mal élevée. Il éprouve simplement le sentiment qu'elle mène une vie tellement précipitée qu'elle ne peut même plus s'accorder 10 minutes de tranquillité pour accomplir un acte aussi fondamental que se nourrir. Et justement, en parlant de ces petits gestes qui nous semblent totalement insignifiants, la prochaine habitude se déroule autour de presque toutes les tables familiales.
Nous la faisons sans même y réfléchir, alors qu'au Japon, un seul mouvement suffit parfois pour que tout le monde comprenne qu'une règle essentielle de savoir-vivre vient d'être oubliée. 5e habitude, utilisez le même couvert pour se resservir après l'avoir porté à sa bouche. Imaginez un déjeuner familial un dimanche. Au centre de la table se trouve une salade, un plat de riz et plusieurs préparations que chacun partage. Vous décidez de reprendre un peu de nourriture en utilisant exactement la même fourchette ou les mêmes baguettes avec lesquelles vous venez de manger. Personne ne réagit. La conversation continue naturellement et personne n'y prête la moindre attention. Dans la majorité des foyers latino-américains, ce geste passe complètement inaperçu. Au Japon, en revanche, la situation est bien différente. Lorsque plusieurs personnes partagent un même plat, il existe généralement des ustensiles réservés uniquement au service. Et s'ils ne sont pas disponibles, beaucoup utilisent l'extrémité propre de leur baguette ou trouvent une autre manière d'éviter que les couverts ayant été en contact avec leur bouche ne retournent dans le plat commun. La première réaction de nombreux étrangers consiste à penser qu'il s'agit simplement d'une obsession pour les microbes ou les bactéries. Pourtant, une fois encore, la véritable explication est ailleurs. Il s'agit avant tout d'un signe de respect envers les personnes qui vont également manger ce plat. C'est une façon discrète de dire « Ce repas appartient à chacun d'entre nous, et je souhaite en prendre soin en pensant aussi à vous ». Cette manière de voir les choses se retrouve constamment dans la vie quotidienne japonaise. On la remarque dans les parcs, dans les transports publics, dans les toilettes publiques, mais aussi autour de la table. Ce qui est remarquable, c'est que personne n'a besoin de rappeler cette règle. Elle se transmet naturellement de génération en génération, jusqu'à devenir un réflexe presque inconscient. Et c'est précisément cette capacité à anticiper les plus petits détails qui nous conduit maintenant vers l'une des habitudes qui surprend le plus les visiteurs découvrant le Japon pour la première fois. Elle concerne un objet que vous utilisez probablement 2 ou 3 fois par jour sans jamais lui accorder la moindre importance. 6e habitude, laissez sa brosse à dents juste à côté des toilettes. Imaginez un instant votre salle de bain. Où se trouve votre brosse à dents? Si vous êtes comme la plupart des gens, elle est probablement posée sur le lavabo, rangée dans un verre ou placée sur un support situé tout près des toilettes. C'est pratique, facile d'accès et cela semble parfaitement logique. Pourtant, dans de nombreuses familles japonaises, on préfère la conserver aussi loin que possible de cette zone, ou bien la protéger soigneusement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'on tire la chasse d'eau, d'infimes particules invisibles sont projetées dans l'air avant de se déposer sur les surfaces voisines. Même si nous ne pouvons pas les voir, de nombreuses études consacrées à l'hygiène domestique ont confirmé que ce phénomène existe bel et bien. Lorsque beaucoup de personnes découvrent cette information pour la première fois, leur premier réflexe est souvent de regarder immédiatement leur propre salle de bain. Non pas parce qu'elles pensent vivre dans un endroit sale, mais parce qu'elles réalisent qu'elles n'avaient tout simplement jamais réfléchi à ce détail. Au Japon, la prévention occupe une place essentielle dans la manière de concevoir l'hygiène. L'objectif n'est pas seulement de nettoyer une fois que le problème est apparu, mais surtout d'éviter qu'il ne se présente. Cette façon de penser explique une grande partie des habitudes que nous avons déjà découvertes. On n'attend pas de devoir corriger une situation. On essaie d'empêcher qu'elle se produise dès le départ. Et si vous pensez que ce détail est déjà surprenant, attendez de découvrir le suivant. Car des millions de Latino-Américains le font chaque soir presque sans y penser. Alors que, pour beaucoup de Japonais, cela revient à faire entrer le monde extérieur précisément dans le seul endroit où il ne devrait jamais pénétrer. 7e habitude. Se coucher avec les mêmes vêtements que l'on a portés toute la journée. Réfléchissez à la façon dont se termine une journée ordinaire. Vous rentrez chez vous après avoir travaillé, fait des courses ou parcouru la ville. Vous vous asseyez quelques instants sur votre lit pour vous reposer, vous répondez à un message, vous allumez la télévision. Et sans même vous en rendre compte, plusieurs minutes passent alors que vous portez toujours les mêmes vêtements que ceux avec lesquels vous avez passé toute la journée dehors. Certaines personnes finissent même par s'endormir ainsi, tant la fatigue prend le dessus. En Amérique latine, cette scène est tout à fait banale. Pourtant, pour de nombreuses familles japonaises, elle est difficile à comprendre. De leur point de vue, ces vêtements ont été en contact avec tout ce que vous avez rencontré à l'extérieur. Les sièges des transports en commun, les bureaux, les ascenseurs, les supermarchés, la poussière, la pollution et une multitude de surfaces dont vous ne vous souviendrez même plus quelques heures plus tard. C'est pourquoi, lorsqu'ils rentrent chez eux, beaucoup de Japonais commencent par se changer avant même de reprendre le cours de leur vie familiale. Nombre d'entre eux possèdent même des vêtements réservés exclusivement à la maison. Il ne s'agit pas d'une question de mode, mais d'une manière très symbolique de tracer une frontière entre le monde extérieur et l'espace dans lequel on souhaite retrouver le calme et le repos. Ce qui est particulièrement intéressant,
c'est que cette habitude produit un effet qui dépasse largement la simple propreté. Se changer en rentrant permet aussi de changer d'état d'esprit. C'est une manière d'envoyer un message à son propre corps. La journée est terminée, les préoccupations restent à l'extérieur et un moment consacré au repos peut enfin commencer. C'est peut-être pour cette raison que tant de visiteurs racontent que les maisons japonaises dégagent une sensation de sérénité difficile à expliquer. Cette impression ne provient pas uniquement de l'ordre ou de la propreté, mais aussi de tous ces petits rituels qui permettent de séparer le rythme souvent agité du monde extérieur de la tranquillité du foyer. Et cette même recherche de sérénité se retrouve également dans un moment qui, pour nous, est souvent totalement spontané, une marque d'affection que nous exprimons sans réfléchir, alors qu'au Japon elle suit un ordre bien différent. 8e habitude, embrasser ou enlacer ses proches dès que l'on rentre de l'extérieur. Dans de nombreux foyers latino-américains, rentrer à la maison signifie avant tout retrouver les personnes que l'on aime. On embrasse son conjoint, on serre ses enfants dans ses bras ou l'on salue immédiatement les membres de la famille qui nous attendent derrière la porte. C'est une habitude pleine de chaleur humaine qui exprime naturellement l'affection, la proximité et le plaisir de se retrouver. Personne ne s'arrête vraiment pour se demander s'il faudrait d'abord faire autre chose. Au Japon, en revanche, l'ordre des choses est souvent inversé. Après une journée de travail ou d'école, beaucoup de personnes prennent d'abord le temps de se laver soigneusement les mains, de changer de vêtements et dans certains cas, de faire rapidement leur toilette avant de rejoindre pleinement la vie familiale. Cette pratique est devenue encore plus courante ces dernières années, mais elle faisait déjà partie du quotidien japonais bien avant cela. Ce qui surprend le plus, c'est que cette habitude ne trouve pas son origine dans la peur, mais dans l'attention portée aux autres. L'idée est d'éviter d'introduire à l'intérieur de la maison tout ce qui s'est accumulé au cours de la journée. Il ne s'agit pas seulement de poussière ou de saleté. Le foyer est considéré comme un espace profondément différent du monde extérieur, un lieu où l'on laisse derrière soi le bruit, le stress, les préoccupations et le rythme effréné de la journée. Franchir la porte de sa maison signifie également tourner une page, retrouver le calme et préserver cet environnement pour ceux qui y vivent. C'est pourquoi beaucoup de Japonais estiment naturel de se préparer avant de partager à nouveau ce moment avec leur famille. Pour beaucoup de Latino-Américains, témoigner son affection consiste à prendre ses proches dans ses bras dès l'instant où l'on rentre. Pour beaucoup de Japonais, cette même affection peut aussi s'exprimer en les protégeant d'abord. Ce sont deux façons différentes de manifester exactement le même amour. Et si, jusqu'à présent, nous avons surtout parlé d'habitudes liées au corps et à la vie quotidienne, la suivante est sans doute la plus importante de toutes. Car elle ne concerne pas un geste précis, mais une manière complètement différente de comprendre ce que signifie réellement être propre. 9e habitude, penser que l'hygiène consiste uniquement à garder son propre corps propre. Après avoir découvert toutes ces habitudes, il serait facile de conclure que les Japonais ont simplement davantage de règles concernant la propreté. Pourtant, cette explication serait beaucoup trop simpliste. En réalité, la plus grande différence ne réside pas dans les habitudes elles-mêmes, mais dans la philosophie qui les relie toutes entre elles. Dans une grande partie de l'Amérique latine, nous associons spontanément l'hygiène à notre propre corps. Si nous nous douchons, portons des vêtements propres et présentons une apparence soignée, nous avons le sentiment d'avoir rempli notre devoir. Au Japon, cette vision est beaucoup plus large. La véritable hygiène englobe également les espaces que nous partageons avec les autres. C'est pour cette raison que le volume de la voix, l'intensité d'un parfum, la manière de servir un repas, le moment où l'on prend son bain ou encore l'endroit où l'on pose un objet aussi banal qu'une brosse à dents prennent tous une importance particulière. À première vue, ces habitudes semblent n'avoir aucun rapport entre elles. Pourtant, elles répondent toutes à une seule et même question. Quel impact mes actions auront-elles sur les personnes qui vivent, travaillent ou partagent leur quotidien avec moi ? Lorsque l'on comprend cette idée, toutes les habitudes évoquées auparavant prennent soudain un sens nouveau. Elles ne ressemblent plus à une succession de règles indépendantes, mais aux différentes pièces d'un même puzzle. C'est peut-être l'une des plus grandes leçons que beaucoup de voyageurs rapportent de leur séjour au Japon. La propreté ne commence pas lorsque la saleté apparaît. Elle commence bien plus tôt, au moment où chacun réfléchit aux conséquences de ses gestes avant même de les accomplir. 10e habitude. Se laver les mains rapidement en pensant qu'elles sont réellement propres. Réfléchissez un instant au nombre de fois où vous vous lavez les mains au cours d'une journée ordinaire. Après être allé aux toilettes, avant de préparer un repas ou lorsque vous rentrez chez vous, ce geste fait partie de notre quotidien. Mais prenez maintenant quelques secondes pour vous poser une autre question. Combien de temps dure réellement ce lavage ? Bien souvent, nous ouvrons le robinet, passons rapidement les mains sous l'eau, ajoutons un peu de savon, les frottons quelques instants, puis reprenons nos activités avec la conviction qu'elles sont parfaitement propres.
Au Japon, pourtant, le lavage des mains est envisagé d'une manière beaucoup plus minutieuse. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent qu'il ne suffit pas de mouiller ses mains. On leur enseigne à nettoyer soigneusement l'espace entre les doigts, à frotter les pouces, à insister sous les ongles et à consacrer le temps nécessaire pour éliminer tout ce que l'œil ne peut pas voir. C'est pourquoi il n'est pas rare de trouver, dans les écoles, les hôpitaux ou de nombreux lieux publics, des affiches illustrant étape par étape la bonne manière de se laver les mains. Ce n'est pas une simple recommandation. C'est le reflet d'une culture qui accorde une importance considérable à la prévention. Mais ce qui est le plus intéressant n'est pas la technique elle-même. C'est la raison qui la motive. Pour beaucoup de Japonais, bien se laver les mains ne consiste pas uniquement à se protéger soi-même. Cela signifie aussi éviter que ce que l'on transporte sur ses mains ne se retrouve ensuite sur les aliments que l'on partagera avec sa famille, sur une rampe d'escalier qu'une autre personne touchera quelques instants plus tard ou sur n'importe quel objet utilisé par d'autres. Voilà pourquoi un lavage effectué à la hâte n'est pas simplement perçu comme une mauvaise habitude. Il représente surtout une occasion manquée de prendre soin des personnes qui nous entourent. Et c'est précisément ici que toutes les idées évoquées au cours de cette vidéo prennent leur véritable sens. Nous avons parlé du parfum, des vêtements, de la façon de prendre ses repas, du bain du soir, de la brosse à dents, des salutations en rentrant chez soi et de nombreuses autres habitudes qui, à première vue, semblent totalement indépendantes les unes des autres. Pourtant, elles conduisent toutes à la même conclusion. Au Japon, l'hygiène ne s'arrête jamais à soi-même. Elle commence au moment où nos gestes influencent le bien-être des autres. C'est peut-être là que réside la différence la plus profonde entre nos deux cultures. Alors que beaucoup de personnes considèrent la propreté comme une responsabilité essentiellement individuelle, les Japonais en font un acte quotidien de respect envers toute la communauté. Lorsque des millions de personnes partagent cette même manière de penser jour après jour, les résultats deviennent visibles non seulement dans leur maison, mais aussi dans leurs rues, dans leurs écoles et dans la sérénité avec laquelle elles vivent ensemble. Et cette façon de comprendre la propreté conduit naturellement à une autre question tout aussi fascinante. Si les Japonais ne passent pas leur temps à nettoyer sans cesse, comment parviennent-ils à garder des maisons aussi ordonnées, tout en dégageant cette impression de calme et d'harmonie qui étonne tant de visiteurs? La réponse change complètement notre manière de voir le foyer. Et c'est précisément ce que vous découvrirez dans la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran.